Bonsoir à tous. On se retrouve une dernière fois pour les rencontres organisées par Infiniscience dans le cadre de la Fête de la Science 2020. Alors, après avoir pris de la hauteur vendredi en parlant des étoiles avec Hubert Reeves, après avoir observé notre planète lundi avec Maxime Hervaux, et après avoir discuté d'un virus microscopique hier avec la professeure Anne-Claude Crémieux, nous allons ce soir parler de la vie. Vaste sujet de recherche, me direz-vous, et nous allons en parler avec l'expert français de la question. Bonsoir, Éric Karsenty. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en ligne. Alors, vous auriez dû être en Auvergne le 2 octobre dernier. Malheureusement, pour les raisons que l'on connaît, nous avons dû reporter votre venue, mais nous ne désespérons pas de vous avoir très bientôt à Clermont-Ferrand. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'EMBL d'Heidelberg en Allemagne, dans le groupe de biologie cellulaire que vous avez fondé. Vous avez également été le directeur scientifique de l'expédition Tara Océan et on a reçu beaucoup de questions sur l'expédition Tara Océan, donc on en parlera dans la deuxième moitié de cet entretien. Et vos recherches pionnières dans la division cellulaire vous ont valu, en 2015, la prestigieuse médaille d'or du CNRS. Alors, depuis le début de cette semaine, comme je suis le maître de cérémonie de ces entretiens, je prends le privilège de poser la première question. Donc, je vais vous poser la première question, qui n'est pas vraiment scientifique, mais comme nous sommes suivis par beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants, en particulier sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, eh bien moi, j'aimerais savoir ce que vous, en tant qu'expert chercheur, un des chercheurs les plus prestigieux français, en témoigne la médaille d'or du CNRS que vous avez reçue, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, à un lycéen, qui voudrait se lancer dans la recherche scientifique en général, et dans la biologie en particulier? Je crois que ça dépend un peu de la motivation des jeunes, hein, mais si c'est vraiment pour faire de la recherche fondamentale, je crois que c'est un métier fabuleux, donc faut essayer d'y aller. Mais il faut savoir aussi que c'est très difficile parce que maintenant, c'est devenu très compétitif et il n'y a pas énormément d'argent, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. C'est un peu complexe de réussir à en profiter vraiment, quoi. Il faut réussir à trouver les bons labos, les bonnes voies, et puis surtout les questions qui vous taraudent le plus, quoi. Ce qui vous intéresse, il faut vraiment faire des choses qui vous intéressent, et puis c'est la motivation, je pense, qui est important. Il faut vraiment avoir envie, et après on y arrive toujours, hein. Quand on a envie, Donc la motivation en premier. motivation. Mais bon, il ne faut pas oublier que la recherche, je crois qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment dans le monde, dans le public, sur la recherche, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la technologie, toutes ces choses-là. Enfin, moi, ce qui m'a toujours motivé, c'était vraiment la recherche fondamentale, où il y a quand même un gros aspect philosophique. C'est-à-dire qu'on se pose des questions. Je pense que vous avez dû, avec Hubert Reeves, vous avez dû parler les raisons pour lesquelles il s'intéresse à l'espace, c'est de la curiosité, c'est l'envie de comprendre, c'est l'envie de savoir, de nous connaître, de savoir d'où on vient, de savoir ce qu'on est, quoi. C'est un peu ça la vraie motivation de la recherche fondamentale, quoi. Ok, merci beaucoup. On va commencer maintenant avec les questions. Là, donc, on a reçu des internautes de la page Facebook d'Infiniscience et également sur notre site internet. Donc, la première question, elle nous vient de Jacques, qui habite Rion. Et il nous dit: les virus, comme ceux de la Covid-19 et du VIH, sont des organismes qui se lient à nos cellules et qui les utilisent pour se développer. Ainsi, pour vaincre ces virus, ne faudrait-il pas empêcher la division cellulaire? Qu'en pensez-vous? Et est-ce techniquement faisable aujourd'hui? Alors, ça, ce n'est pas une bonne solution pour les virus, parce que en fait, c'est un peu le même problème que pour le cancer. Le cancer, il y a beaucoup de médicaments anticancéreux qui empêchent la division cellulaire, mais ça rend, il y a beaucoup, c'est pour ça les chimiothérapies très souvent, parce que ça touche pas seulement, on a touché que la division cellulaire. De plus, les virus, la division cellulaire, c'est pas très important pour les virus. En fait, ils se propagent en infectant une cellule après l'autre. C'est-à-dire qu'ils infectent une cellule, qui ne se divise pas d'ailleurs, en général, une cellule normale. Cette cellule meurt, relâche plein de virus, et ces virus infectent une autre cellule qui meurt, qui relâche plein de virus. Le virus, il utilise la machinerie cellulaire. Mais les cellules n'ont pas besoin, il n'a pas besoin que les cellules se divisent. En fait, il utilise les cellules qui… Au contraire, je pense que ça serait pas une bonne idée d'inhiber la division cellulaire, parce que la division cellulaire permet de réparer en fait ce que le virus a détruit. Donc, il ne faut surtout pas
inhiber la division cellulaire quand on a une infection virale. Il faut trouver des méthodes qui empêchent le virus d'entrer dans les cellules ou qui l'empêchent spécifiquement de se répliquer. C'est comme ça que les médicaments antiviraux fonctionnent comme ça d'ailleurs. Hein. Ils agissent sur ces choses très spécifiques. Ok. Ouais. Donc, une question d'Isabelle de Clermont-Ferrand qui apparemment connaît bien vos travaux, voilà la question. Vos travaux sur les microtubules pourraient-ils trouver une application dans le traitement des maladies génétiques comme la trisomie 21 ou la mucoviscidose en empêchant la transmission des gènes porteurs? Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont, pour le grand public, les microtubules? Alors, les microtubules, en fait, dans nos cellules, il y a des tubes. C'est pour ça qu'on les appelle des microtubules. Bon, ils sont tout petits, hein, c'est des tubes très, très petits et qui sont en fait très dynamiques, qui s'assemblent, qui se désassemblent. Et la fonction de ces tubes, c'est de déterminer la forme des cellules. Donc, quand les cellules ne se divisent pas, par exemple dans les cellules nerveuses, il y a plein de ces tubes qui s'organisent ensemble, en parallèle, et qui forment les axones, par exemple, hein, qui permettent de fabriquer les axones. Dans les cellules, ce qu'il y a de magique avec ces tubes, c'est qu'on peut les assembler différentes. Quand une cellule se divise, eh ben, les tubes de la cellule qui ne se divisait pas se désassemblent et se réorganisent pour former le fuseau mitotique. Et le fuseau mitotique est formé de microtubules. Donc, c'est les microtubules qui distribuent les chromosomes aux deux cellules filles. Voilà, donc en gros, les microtubules, c'est ça. Et ça sert à transporter des petits moteurs qui se promènent le long des microtubules et qui transportent beaucoup de choses et qui servent en fait au fonctionnement de la cellule. Alors, pour en revenir à la question, c'est est-ce qu'on peut trouver des traitements pour la mucoviscidose? La mucoviscidose, la trisomie 21, qui empêcherait la transmission des gènes porteurs en utilisant justement les microtubules, le principe des microtubules. Alors, ça, je ne sais pas. En fait, c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Non, je ne pense pas. C'est pas du tout relié. Hein. Je ne pense pas du tout, non. Donc, les microtubules, en fait, ne choisissent pas les gènes qu'ils échangent? Non, ils choisissent chromosomes, mais c'est un peu brutal, quoi, parce que si on veut agir sur la transmission des chromosomes, en plus, on ne sait pas, parce que c'est non spécifique, c'est que les microtubules, c'est une machinerie qui sert à tirer les chromosomes. Alors, dans la trisomie 21, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a un chromosome qui est transporté en trop ou pas transporté. Donc, il y a des cellules qui ont un chromosome en trop. Mais en fait, c'est extrêmement rare. Mais on peut pas vraiment. C'est très difficile d'agir sur les microtubules pour éviter ça parce que c'est vraiment c'est trop général comme action. D'accord, ok, merci. On a une question de Enzo qui habite Thiers qui nous dit d'après les scientifiques, la vie est apparue sur Terre dans les océans. Cette première forme de vie serait sous forme de cellules. Mais comment expliquer qu'à partir de la même cellule, on puisse trouver sur Terre plusieurs milliers d'espèces différentes? Justement, ça c'est un petit peu tout. J'ai discuté beaucoup de ça dans mon livre là. Mais il n'y a pas seulement l'évolution. Dans un organisme, quand l'œuf se divise, au début, c'est une seule cellule hein, qui est formée du spermatozoïde et de l'œuf et qui est ronde. Et puis, les cellules se divisent et les interactions avec les autres cellules et les forces, etc., agissent sur le génome d'une façon ou d'une autre. Des gènes différents sont exprimés ou pas. Et du coup, la forme de la cellule change. Et donc, à l'intérieur de notre corps, on a des cellules qui ont des formes extrêmement différentes. Les cellules du foie n'ont pas la même forme que les cellules du cerveau ou que le spermatozoïde ou que l'œuf. Hein. Donc, en fait, avec le génome, avec un même génome, on peut faire beaucoup de formes de cellules différentes. Alors, ce qui s'est passé pendant l'évolution, avec probablement un lot de gènes assez simple qui était nécessaire à faire fonctionner la première cellule. Et puis après, le génome est dynamique, contrairement à ce qu'on croit. Il peut se dupliquer, non seulement pendant la division cellulaire, mais autrement. Il y a des échanges de gènes entre les cellules. Par exemple, entre les bactéries, il y a des gènes qui sont échangés. Les virus transportent des gènes d'une cellule à l'autre, tout ça. Et donc, tout ça, ça fait un grand bricolage, comme l'avait dit François Jacob, si bien que tout un tas de gènes différents se sont mis ensemble dans différentes cellules au cours de l'évolution primitive.
Et d'où la diversité des cellules qui ont existé dans l'océan, qui sont complètement diversifiées par la suite à travers des interactions entre les cellules et des échanges de génomes. Donc l'océan, en fait, c'est une machine à faire de la diversité, parce que comme c'est de l'eau, il y a beaucoup plus d'interactions dans les cellules que dans l'air. En fait, l'air, sur Terre, c'est plus difficile de faire de la diversité. La diversité vient essentiellement du sexe sur les organismes terrestres, alors que dans l'océan, au départ, au niveau des cellules, il a pu y avoir beaucoup d'échanges de gènes et de cellules aussi, parce qu'il y a des cellules qui ont fusionné les unes avec les autres, etc. Et donc, c'est tout ce mélange qui a fini par faire la diversité des cellules qu'on voit aujourd'hui. Ok. Voilà. Une autre question, donc toujours l'apparition de la vie, donc de Hélène de Clermont-Ferrand, qui nous dit: vous avez travaillé sur l'apparition de la vie sur la Terre. Est-ce que vos travaux peuvent s'appliquer à d'autres planètes? Et si oui, peut-on imaginer la forme que pourraient avoir des êtres habitant sur une autre planète? Ça, c'est une question qu'on se pose tous. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment travaillé sur l'origine de la vie. J'en ai parlé dans mon livre, mais je n'ai pas du tout travaillé là-dessus. J'ai aujourd'hui travail. Alors, oui, effectivement, on peut. Moi, l'impression que j'ai, c'est ce que je raconte un peu dans le livre aussi, c'est si vous voulez, si les conditions sont réunies sur une planète à un moment donné, de la vie, enfin, des systèmes complexes, chimiquement, peuvent apparaître. C'est ce qui s'est passé probablement pour la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, ça n'a pas commencé avec de l'oxygène, on sait, hein, ça a commencé avec du soufre, hein, c'est une chimie soufrée. Donc, cette complexité, elle peut apparaître à partir des molécules qui existent dans l'univers. Donc, il faut savoir que les molécules, les atomes sont fabriqués dans les étoiles, les molécules aussi sont fabriquées dans les étoiles, et puis en fonction de la température des planètes, etc., des conditions de pression, de beaucoup de choses, il y a une chimie. On peut avoir des structures complexes qui apparaissent. Ce qu'il y a de magique sur Terre, c'est l'information. Probablement dans toute forme de vie, c'est qu'il faut une molécule qui permette de transporter de l'information, comme l'ADN. Donc il faut pouvoir stocker de l'information et que cette information puisse se modifier au cours du temps et s'exprimer pour fabriquer des structures complexes. Donc on peut avoir effectivement sur d'autres planètes, je pense, on peut imaginer d'autres formes de vie basées sur autre chose que le carbone et l'hydrogène et l'oxygène et l'azote. On pourrait imaginer d'autres chimies beaucoup plus complexes encore, ou plus simples, je ne sais pas. Mais oui, c'est tout à fait possible. Alors, une question aussi qui est liée un peu à ça, de Martine qui habite Lande, qui nous dit: la découverte récente d'une molécule en lien avec la vie dans l'atmosphère de Vénus vous a-t-elle surprise ou était-ce attendu? Vénus, ça m'a un peu surpris. Surtout que c'est une molécule, alors j'ai oublié ce que c'est que cette molécule, je l'ai vue récemment. Mais La phosphine, non? Phosphine, c'est ça. C'est ça. Ça a l'air d'être un produit dérivé de l'activité métabolique, un peu. Je n'ai pas bien suivi l'affaire, là. Mais c'est. Enfin, moi, qu'il y ait de la vie sur une autre planète, ça ne me surprend pas du tout. Je m'y attends. Quelque part, on va en trouver. Pourvu qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, je pense, parce que l'eau, c'est un solvant idéal pour permettre aux molécules d'interagir entre elles. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut de l'eau liquide, mais on va sûrement trouver de la vie un jour. Peut-être, on peut même se poser des questions si la vie n'est pas en train de se fabriquer un peu sur Terre, dans certains endroits. Donc sur Vénus, sur Vénus, pourquoi pas. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'eau. Sur la planète elle-même, si, je crois qu'il y a de l'eau, puisqu'il y a des gouttelettes. C'est dans des gouttelettes. C'est pas des gouttelettes d'eau qu'ils ont trouvé cette phosphine. J'ai pas bien suivi l'affaire, donc je peux pas bien répondre à ça, mais okay. Non, ça me surprend pas en tout cas. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la mission Tara Océan. Ouais. Alors avant qu'on rentre dans les questions posées par les internautes, est-ce que vous pouvez décrire
brièvement ce qu'était la mission Tara Océan, quels étaient ses objectifs et combien de temps elle a duré. Et puis après, on va voir que les gens ont posé des questions sur les résultats. Alors, Tara Océan, en fait, l'idée, c'était de faire une grande expédition à la fois scientifique et de communication. C'est-à-dire pour faire connaître au public et aux hommes politiques l'importance des océans, mais aussi de la vie sur la biologie. Donc, c'était un peu un mélange entre une expédition un petit peu de popularisation de la science. Mais disons que la grande question qu'on s'est posée dans Tara Océan, c'était quelle est la diversité de l'ensemble des organismes qui sont présents dans ce qu'on appelle le plancton. Donc, dans l'océan, quand on prend un bain, en général, on n'y pense pas, hein, on pense qu'on se baigne dans de l'eau. En fait, il y a des milliards de micro-organismes par litre d'eau, hein, des virus, des bactéries, des protistes, c'est-à-dire des cellules comme les nôtres, mais qui vivent toutes seules dans l'océan, et puis des petits organismes complexes, comme des petites crevettes, des choses comme ça. Et tous ces organismes, en fait, sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. Mais aussi, si vous voulez, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le résultat de la complexification de la vie depuis le début de l'océan. Donc, quelque part, on lit l'histoire de la vie dans le plancton. Donc, l'idée, c'était si vous voulez, de collecter, de faire une expédition autour du monde et de collecter dans le plus grand nombre d'océans possibles, de mers possibles, les organismes, depuis les virus jusqu'aux petits animaux, en dessous de quelques centimètres. Hein. Donc, depuis les tout petits jusqu'au... Et d'avoir une idée quantitative de la composition en organismes de ces différents types-là, de ces différentes tailles, dans la plus grande partie des océans du monde, entre 0 et 1000 mètres à peu près, entre la surface et 1000 mètres de profondeur. Donc, tu as un océan, et donc l'idée d'utiliser un voilier, c'était aussi à cause du charme, parce qu'évidemment, partir sur un voilier, ce n'est pas la même chose que de partir sur un bateau à moteur, et pour faire le côté aventure, qui était très important, un tirage de rêve, si vous voulez, au côté un peu plus aride de la science et de ce qu'on peut raconter sur ce qu'on découvre au niveau de la diversité. Et puis, il y avait évidemment un côté environnemental, parce que avec tout le réchauffement climatique, etc., on s'attend à ce que ces organismes changent, à ce que la vie dans l'océan change, et ça va être important. Donc, c'était important pour plein de raisons, pour des raisons de sciences fondamentales, mais aussi pour les questions de climat en ce moment et de survie des organismes, de faire cette expédition. Ok. Donc, première question par Baptiste, qui habite Aubière, qui nous dit: la mission Tara Océan a parcouru toutes les mers et océans du globe. Avez-vous observé des différences dans le développement de la vie en fonction des zones géographiques? Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur le possible développement de la vie en dehors de la Terre? Ils sont décidément très intéressés Oui. par la vie. Alors, effectivement, les organismes sont très différents en fonction des zones qu'on y a. Une des raisons pour faire ce travail, c'est que, par exemple, si on regarde la diversité des organismes au niveau des tropiques, on a une très grande diversité, alors qu'au niveau des pôles, on a beaucoup moins de diversité. Par contre, la vie est beaucoup plus abondante dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc, si vous voulez, en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a une... Disons, dans les eaux froides, il y a une sélection probablement d'un certain nombre d'organismes qui se développent très bien dans ces eaux-là, mais qui se développent en grande quantité, donc ça fait un écosystème plus simple, mais très abondant. Alors que dans les eaux très chaudes, probablement parce que la température est plus permissive, on a une beaucoup plus grande diversité d'organismes en moins grande quantité. Alors, c'est intéressant parce que ça suggère que la diversité se génère mais que dans les zones froides, on a un autre écosystème. Pour les autres planètes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je pense que pour qu'il y ait une vie très diverse sur une planète, il faut qu'il y ait un système océanique avec des gradients de température comme on a sur Terre. Ça, c'est très important, je pense, pour la circulation, parce que du coup, ça génère une circulation océanique
ça transporte les organismes et donc ça les expose à des environnements toujours différents. Donc c'est une espèce de grande lessiveuse qui mélange tout et c'est à cause de cette circulation océanique. Donc sur des planètes, sur d'autres planètes, je ne pense pas que ça peut permettre, que ce qu'on a fait avec Tarosan, ça permette de dire quelles sont les conditions qu'il faudra avoir pour que la vie apparaisse sur notre planète, mais ça permet de dire quel genre de système océanique il faut avoir pour que la vie puisse. Et je pense que ça, c'est intéressant, parce que pour arriver à faire des hommes, donc des êtres pensants, il faut qu'il y ait un système qui permette la complexification de la vie. Et l'océan, c'est, à mon avis, ce qui a permis cette complexification. Ouais. J'ai une question de Chloé de Clermont-Ferrand qui nous dit: un des objectifs de la mission Tara Océan était d'étudier la diffusion du plastique rejeté par l'homme dans les organismes marins. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, on a regardé. C'était le début de l'étude du plastique avec Tara. Après, ils ont fait une grosse expédition en Méditerranée, qui s'appelait Tara Méditerranée d'ailleurs, dont le but était d'échantillonner principalement le plastique et de voir s'il y avait une vie particulière qui se développait sur le plastique. Donc, oui, dans Tara Océan, on a regardé en même temps, la mission principale, c'était le plancton et un peu le corail. Mais on a aussi fait des traits de filet sur tous les océans du monde pour la concentration en plastique qu'il y a dans ces endroits. Alors la diffusion dans les organismes, effectivement, c'est un problème majeur parce que, alors on sait encore peu de choses sur la façon dont les micro-organismes dégradent ou absorbent le microplastique. Par contre, on sait très bien que les plus gros morceaux de plastique sont un problème pour les tortues, pour les oiseaux, pour les poissons, parce qu'ils le mangent et bon, ça en tue beaucoup. Peut-être qu'ils s'en retrouvent un petit peu même dans ces organismes qu'après on mange. Ouais. Donc c'est important d'étudier le plastique aussi, et c'est pour ça que Tara avait fait ce travail. Dans la deuxième expédition qu'ils ont faite en Méditerranée, c'était plus ciblé et il y avait des comparaisons entre la concentration en plastique, la concentration en plancton. C'est assez terrifiant d'ailleurs parce qu'il y a quasiment plus de plastique que de plancton à certains endroits. Et aussi sur l'impact du plastique sur le type d'organisme. Normalement, dans l'océan, il y a beaucoup d'organismes qui vivent en suspension, tout seuls. Mais s'ils s'accrochent sur du plastique, ça va faire se développer d'autres organismes qui normalement se développent sur des substrats. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de plastique dans l'océan, ça peut avoir un impact sur les types d'organismes la quantité relative de certains organismes par rapport à d'autres. Ok. Alors, dernière question plus personnelle de Francine qui habite Ambert et qui nous dit: combien de temps êtes-vous resté à bord du Tara Océan et pouvez-vous nous décrire une journée type à bord de ce bateau fascinant? En fait, l'expédition à Tara Océan a duré 3 ans. Mais moi, j'ai passé 4, je ne sais plus combien de temps, 4 ou 5 fois un mois à peu près sur Tara. Et c'est-à-dire, parce qu'on échantillonne une zone particulière et ensuite, au bout d'un mois, on envoie les échantillons à terre pour qu'ils soient étudiés par les laboratoires. Donc, alors, comment la vie se déroule? Alors, sur Tara, il y a, en général, pendant Tara Océan, on était 14. Il y avait 6 marins, 6 scientifiques et 2, soit un artiste, il y avait toujours, en général, il y avait un artiste et un caméraman qui, en fait, faisait le blog de ce qui se passait sur le bateau en permanence. Il prenait des films, il faisait des photos, il écrivait des petits trucs comme ça, donc pour qu'on ait une trace de ce qui s'est passé justement sur la vie à bord. Alors, sur Tara, une journée type, alors si vous voulez, en général, le bateau navigue pendant à peu près 3 jours, et puis ensuite, on passe 2 ou 3 jours arrêtés sur un endroit donné, la mer, pour prendre des échantillons en surface à différentes profondeurs, avec différents instruments, etc. Donc, pendant les 3 jours où on navigue, en fait, les scientifiques préparent tout ce qu'il va falloir utiliser pour l'échantillonnage. Et le chef scientifique discute avec le capitaine pour décider de où on va échantillonner. Donc, on discute avec la météo, on a des cartes océanographiques aussi qui
qui nous donne des informations sur l'environnement océanique, sur ce qu'on veut échantillonner. Une fois qu'on a décidé, donc on prend le cap, on va sur l'endroit et on s'arrête pour échantillonner. Et là, on travaille beaucoup parce qu'on commence à travailler vers 6-7 heures du matin, sans arrêt jusqu'à minuit, par exemple, à peu près, avec des arrêts pour déjeuner, etc. Mais on a un tas de travail à faire, hein. Envoyer, récupérer de l'eau, envoyer des filets, faire analyser la chimie, la physique de l'océan, etc. Mon travail, c'est très fatigant, ça dure 2 jours à peu près, 2 jours, 2 jours et demi. Et puis on repart pendant 3 jours, on range les échantillons, on prépare la prochaine station et puis on recommence à échantillonner. Je dois dire que c'était quand j'ai commencé à faire ça, alors on a sélectionné un peu les scientifiques parce qu'on ne voulait pas emmener des gens il fallait que les scientifiques ne soient pas malades parce que ça bouge beaucoup un voilier. Donc on a choisi les gens en fonction de ça un peu. Et puis, en fonction de leur capacité, en général, on a pris des gens qui étaient habitués à naviguer un peu, soit sur des bateaux océanographiques, soit parce qu'ils faisaient de la voile eux-mêmes, soit pour des scientifiques qui aimaient la mer, quoi. Parce qu'il faut quand même être habitué sur un bateau, c'est confiné, hein, c'est le cas de le dire. On est 14 dans un espace restreint. Tara, c'est un bateau de 36 mètres, c'est pas très grand, sur 10 mètres de large. On est à 2 par cabine, donc on n'a pas de cabine privée. C'est pas le luxe, hein, c'est un bateau assez spartiate. Donc, en général, il y a un cuisinier ou une qui prépare les repas. Et ça, c'est capital, hein, parce que quand ça se passe mal, l'équipage n'est pas content. Donc, il faut que le cuisinier soit de qualité. C'est important en mer, ça, parce que c'est le moment un peu de convivialité où on se repose, on discute, etc. Donc, en fait, c'est j'ai énormément adoré, j'ai beaucoup aimé ça parce que, moi, personnellement, je navigue beaucoup pour le plaisir, hein, j'ai un bateau. Mais naviguer sur un bateau de travail, ça n'a rien à voir parce qu'on travaille avec des vrais marins, c'est-à-dire des gens, il y a 6 marins qui sont des marins de la marine marchande. Hein. On fait des quarts avec eux, tout ça. Et donc, on a échangé beaucoup nos savoir-faire respectifs. C'est-à-dire, nous, on leur explique ce qu'on fait au point de vue scientifique, ils expliquent aux scientifiques comment ça marche, etc. Donc, ça a été une grande expérience, je trouve. Et aussi, comme il y avait des journalistes et des artistes, c'était vraiment une expédition très, très enrichissante. Alors, il y a aussi des escales, parce que du coup, on s'arrêtait pendant une dizaine de jours entre chaque leg. Et il y avait énormément d'activités, parce qu'on accueille à bord des enfants. Il y a plein d'enfants qui viennent à bord, on explique ce qu'on fait. En général, il y avait des activités organisées avec l'ambassade de France dans les différents pays où on allait, et puis avec les universités. Donc, ça a été aussi une vie très riche pour rencontrer pour voir des pays, mais encore une fois, d'une façon qui est complètement différente de la façon dont on peut visiter des pays quand on est un touriste. Là, on vient en travailleur, donc on vient d'une façon différente. Un peu la vie sur Tara, quoi. Parfait, j'espère que vous viendrez nous raconter tout ça à Clermont-Ferrand. En tout cas, vous en parlez dans votre livre « Aux sources de la vie ». Vous pouvez me rappeler la maison d'édition? Alors, c'est Flammarion. C'est chez qui? Voilà, il est là le livre. Oui, je l'ai, mais il est chez quelle maison d'édition? Flammarion. Flammarion, voilà, très bien. C'est édité chez Flammarion. Et voilà. Et vous racontez toutes vos recherches et vous racontez Tara Océan, votre expérience sur ce voilier. Voilà, merci beaucoup Eric Carcenti. On espère vous recevoir vraiment en 2021 si la situation s'arrange. C'est la fin des entretiens d'Infiniscience pour la Fête de la Science 2020. Une année forcément particulière avec la pandémie de Covid-19, dont on a parlé hier avec Anne-Claude Crémieux, mais une année qui nous a forcé, nous, association de médiation culturelle, à mettre en œuvre de nouveaux moyens pour parler des découvertes scientifiques. C'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de cette semaine. Alors, il y a certainement des choses à revoir, à corriger. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires via notre page Facebook ou sur notre site internet. Et si vous voulez continuer vos découvertes scientifiques, vous avez jusqu'au 27 novembre
pour visiter une exposition interactive inédite, La Terre depuis l'espace, photo de Thomas Pesquet, dans le hall du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Une exposition créée par Infiniscience, coproduite par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales. Bonne visite, bonne soirée et à très bientôt en Auvergne.